Bon, ben voilà, du coup, on est à la fin. Si certaines personnes ce soir se rendent compte de l'étendue du problème, je pense qu'il peut y avoir de l'ordre de l'inquiétude qui monte, une incompréhension. C'est vrai qu'on l'a dit en introduction, on est dans un système actuellement qui ne va pas pour le mieux. Il faut être conscient des problématiques que génèrent ces ondes, mais être capable aussi de les utiliser, parce qu'aujourd'hui, ben, on va pas revenir à l'âge de pierre, mais par contre, on a ces outils qui pourraient être magiques, qui pourraient être magnifiques, mais qui utilisent des fréquences qui sont délétères pour la vie. Est-ce que, Frédéric, on pourrait avoir ce même degré de technologie, de communication, avec un impact sur la vie quasi nul, voire bénéfique? Alors, c'est une très bonne question. Dès lors que on oublie l'utilisation des ondes électromagnétiques pour gérer des flux monétaires, comme je l'expliquais dans l'introduction, et qu'on se concentre sur une utilisation de technologies sans fil, par exemple pour communiquer par la voix ou communiquer par Internet, par exemple par email en sans fil, on se rend vite compte que, en fait, il est tout à fait possible de réaliser ces communications sans fil avec des risques sanitaires les plus réduits possibles, avec des émissions, donc, du coup, des niveaux d'émissions électromagnétiques très faibles. L'idée étant d'utiliser ces technologies sans fil de manière rationnelle. Déjà, ceci passe par un préalable d'analyse du besoin des populations. Voilà. Il y a deux grands types d'utilisation dans les technologies aujourd'hui de communication. Il y a les utilisations en mode sédentaire et les utilisations en mode mobile. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en mode sédentaire, il n'y a aucune, d'utiliser des technologies sans fil. Quand vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur pour surfer sur Internet, à votre domicile ou dans un bâtiment, il n'y a aucune raison d'utiliser une technologie sans fil type Wi-Fi. Aucune. Elle présente tellement d'inconvénients, notamment au niveau sanitaire et en plus au niveau débit de données, que tout devrait inciter les gens à câbler leur connexion. Donc maintenant, pour l'autre mode, le mode de mobilité, là oui, effectivement, de fait, quand on est en mobilité, par exemple dans un véhicule, par exemple prenons un train, et que vous souhaitez être connecté à Internet, il est toujours possible d'utiliser la technologie de manière rationnelle et surtout intelligente. Mais aujourd'hui, il y aurait comme une interdiction d'être intelligent. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans un train, plutôt que d'avoir 150 connexions individuels, soit de téléphone portable, soit d'ordinateur, connectés en Wi-Fi ou autre sur les pylônes relais qui défilent sur le bord de la voie avec un train qui va à 200 km/h ou 300 km/h, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une installation avec une antenne commune sur le toit du wagon et des appareils connectés en filaire vers cette antenne? C'est-à-dire que dans ce contexte-là, on aurait une situation où l'émission électromagnétique serait dirigée vers l'extérieur et en tout cas pas de manière anarchique à l'intérieur du wagon, qui est lui-même une caisse métallique qui se charge de concentrer les ondes, de les faire ricocher. Bref, on est dans une situation, c'est la situation d'aujourd'hui, où on ne maîtrise absolument rien. Et les gens se mettent inutilement en danger avec des niveaux d'exposition qui sont extravagants. Ça m'est arrivé de mesurer du 20 volts par mètre à l'intérieur d'un wagon parce que en crête, en valeur crête, en valeur pic instantanée, parce que ce sont ces valeurs-là qui présentent un risque sanitaire sur la biologie. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux valeurs crêtes et pas aux valeurs moyennes. Il est tout à fait possible, sans faire la révolution au niveau technique, avec des précautions très basiques et surtout minimalistes en termes de coûts, parce que c'est toujours la même histoire. Ces technologies sont déployées et sont utilisées à tort et à travers. C'est comme une subvention, en quelque sorte, qu'on offre à l'industriel qui déploie cette technologie. Subvention déguisée, parce que l'industriel, lui, ne prendra jamais en charge les effets sanitaires. Les effets sanitaires, dans le meilleur des cas, ils sont pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles.
Et pour ce qui concerne l'électro-hypersensibilité, qui est un syndrome d'intolérance aux ondes électromagnétiques, c'est le citoyen qui se le prend en charge. Personne d'autre ne le prendra en charge. Donc c'est ça la subvention déguisée, c'est-à-dire que je mets au défi quiconque qui monte une affaire pour faire un produit polluant, je ne doute pas un seul instant que l'État lui tombera dessus à bras raccourcis et fera fermer l'entreprise dès lors qu'on aura démontré la toxicité du produit. Voilà, au motif qu'on ne déploie pas des produits qui sont toxiques pour la santé publique. Ça tombe bien parce que la littérature scientifique abonde de démonstrations que l'État ne veut pas reconnaître. Bon, tôt ou tard, il sera bien obligé d'y venir, hein, comme pour le tabac, comme pour l'amiante. Donc on est dans ce registre-là. Donc pour résumer, utilisation de ces technologies, oui, mais personne ne nous interdit d'être intelligents. Et il serait peut-être temps de passer à des utilisations, des préconisations, à une éducation de la population de manière à ce qu'on utilise ces technologies de manière rationnelle. Je note quand même avec beaucoup d'étonnement que quand il y a une intoxication avec des pizzas, sur 2 personnes, on ferme l'usine. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes, rien qu'en France, qui sont électro-hypersensibles. Et on fait tout d'ailleurs pour qu'elles ne soient pas diagnostiquées. Comment on fait tout pour qu'elles ne soient pas diagnostiquées? Ben, c'est très simple, hein. On ne forme pas les médecins pour que le diagnostic ne soit pas réalisé. Donc on est toujours dans le flou. Alors on pourra toujours comparer avec ce qui se passe dans les pays étrangers. Voilà, ça nous donne à peu près un ordre de grandeur. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de millions de personnes électro-hypersensibles en France. Mais là, curieusement, l'industriel n'est pas inquiété. Moi, j'aimerais qu'on aborde le fait de l'enfance, parce que c'est vrai que dans les exemples que tu donnais, par exemple le tabac, peut-être une des prises de conscience de la globalité des êtres humains doués d'empathie, c'est les enfants. C'est-à-dire que quand ils ont pris conscience que il y aurait des développements difficiles des fœtus si la femme continuait à fumer. Si on fumait dans l'environnement des enfants, il pouvait déclencher des problèmes pulmonaires, etc. Là, beaucoup de gens ont commencé à prendre conscience, se sont dit, ok, le tabac, c'est pas bon, quoi. Si on refait un petit peu le parcours d'un petit homme qui se lève le matin dans sa maison dans laquelle le Wi-Fi n'a pas été éteint pendant la nuit, il se lève, il prend un petit déjeuner avec des céréales qui, pour la plupart, peuvent créer des troubles au niveau digestif. Peut-être même avec du lait de vache qui peut créer aussi des troubles digestifs. Parfois, son bol a été réchauffé dans un four à micro-ondes qui détruit les propriétés nutritives. Il part à l'école après avoir mis ses baskets. Il ne touche pas le sol de toute la journée. Il est à nouveau dans un environnement où peut-être il y a le Wi-Fi à l'école. Pour certains, ils ont eu la chance que les parents se soient mobilisés et qu'il n'y ait pas de Wi-Fi dans leur école. Mais ses camarades ont tous un téléphone portable, lui aussi. Ça dépend de l'âge qu'il a, mais maintenant c'est de plus en plus tôt. Donc il est baigné dans ces ondes-là. Ses capacités cérébrales en seront amoindries à un moment donné. Parce qu'on est tous électrosensibles, comme tu le disais. On n'est pas tous électro-hypersensibles, on ne ressent pas forcément. Mais ça a un impact quand même sur la cognition. Et du coup, on va voler à un petit homme 12 ans de sa vie dans une éducation qui ne lui apprend pas le b.a.-ba, c'est-à-dire qui il est, qui est l'autre, et qu'est-ce qu'est la vie, et qu'est-ce qu'on a besoin de protéger pour que la vie continue de perdurer, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le système dans lequel on est empêche le développement correct d'un être humain, ou même des animaux et des plantes. On est en train de générer un smog polluant extrême et on se rend pas compte des effets. J'aimerais commencer ma réponse par le fait que aujourd'hui nous assistons à un hold-up sanitaire. Dans l'actualité des mois passés, il y a eu une énième proposition de réforme des retraites. Et là, beaucoup de gens se sont émus par rapport à des mesures de plus en plus contraignantes et de plus en plus agressives sur le capital retraite de chaque citoyen. À juste titre d'ailleurs. Mais curieusement, personne ne s'est ému dans les années qui se sont écoulées du hold-up qui avait lieu, qui est toujours en cours, sur notre capital santé. Et j'aimerais juste
souligner un aspect qui est le suivant, c'est que pour pouvoir avoir l'usufruit du capital retraite, il y a quand même une condition préalable, c'est de pouvoir jouir pleinement de son capital santé. Et là, dans un environnement multipollué, donc c'est soit l'air, soit l'eau, soit les aliments, avec de la chimie, avec des métaux, avec des ondes électromagnétiques, je dirais que les taux se resserrent sur les chances de pouvoir espérer continuer à voir progresser une espérance de vie qui aujourd'hui stagne. L'espérance de vie en bonne santé, qui est le deuxième critère, lui, commence à refluer. C'est encore plus marquant aux États-Unis, puisque les États-Unis, grosso modo, devancent en termes de tendance sanitaire. On a toujours quelques années d'écart entre les États-Unis et l'Europe. Donc, ce qui se passe aux États-Unis préfigure ce qui nous pend au nez. Ah, donc, j'aimerais insister sur cet aspect-là des choses, c'est que c'est bien de s'intéresser au capital retraite. C'est encore mieux de s'intéresser au capital santé parce que sans capital santé, il n'y aura pas de capital retraite. Inutile de préciser que si la personne décède avant d'arriver à l'âge de la retraite, pour X raisons, parce qu'elle a pris un cancer, une leucémie, etc., du fait de sa trop grande exposition aux pollutions environnementales, toutes ces cotisations partent en fumée. Enfin, pas pour tout le monde quand même, hein, préciser ça. Et pour les personnes les plus chanceuses, celles qui meurent pas trop vite et qui ont la malchance d'avoir des maladies invalidantes, parce que les maladies invalidantes dont on parle ici, la conséquence de cet empoisonnement lié à la chimie, aux ondes électromagnétiques, à la pollution métallique, etc., ce sont des maladies invalidantes au sens cérébral du terme. C'est-à-dire que on n'est plus là en train de parler d'une invalidité motrice, qui est déjà pas rigolote, mais on arrive à gérer. Alors que là, dans le cas d'une invalidité cérébrale, atteinte du système nerveux central, donc je parle explicitement de, par exemple, de ce qui pourrait être la démence, ce qui pourrait être des maladies neurodégénératives. Là, il faut des structures spécialisées. C'est pas la famille qui peut gérer ça à bout de bras, à moins que la famille ait envie de sombrer également dans la folie, dans la dépression. Alors, on voit bien que dans ce contexte-là, le capital retraite, il va servir à financer. Et ça, dans la plupart des cas, il n'y aura même pas assez en termes de pension de retraite pour financer toute l'assistance médicale. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis et je redis que sans capital santé, il n'y a pas de capital retraite. Voilà. Donc là, il faut que les gens se réveillent parce que aujourd'hui, par rapport à la pollution électromagnétique, nous assistons à l'émergence de la première génération qui, depuis le ventre de maman, est exposée 24 heures sur 24 à des ondes électromagnétiques artificielles qui ne cessent de croître en intensité, en toxicité de par leur nature, notamment le caractère pulsé. Et donc là, c'est l'inconnu total. On sait que c'est toxique, mais sur la tenue long terme de l'organisme du bébé qui va devenir adulte et qui aura été exposé H24, on voit que les effets sont déjà pas brillants sur les adultes qui, eux, n'ont été exposés que depuis l'âge adulte, depuis 20 ans. Alors, essayez de vous projeter un petit peu et d'imaginer ce que cela peut vouloir dire un gamin exposé depuis l'état du fœtus jusqu'à toute son adolescence, c'est-à-dire toute la phase, vous l'avez compris, toute la phase de vulnérabilité, de multiplication cellulaire, de croissance, de connexion synaptique, etc. Tous ces processus biologiques qui sont nécessaires et vitaux, qui sont altérés, voire même empêchés du fait de l'exposition permanente à ce brouillard électromagnétique. Donc là, très franchement, nous jouons tous avec le feu. Et alors, à la différence du feu, c'est ce que tu as souligné tout à l'heure avec la cigarette, c'est que comme nous n'avons pas de capteur sensoriel pour détecter à la fois la présence, l'omniprésence et la toxicité des ondes électromagnétiques artificielles, du coup, nous nous rendons compte du désastre sanitaire quand la facture tombe, c'est-à-dire quand le corps n'en peut plus et déclenche une intolérance. Et l'intolérance, c'est le syndrome électro-hypersensibilité.
Notamment, et après, il peut y avoir des dérèglements hormonaux, il peut y avoir à terme un cancer pour ceux qui utilisent le téléphone portable collé à l'oreille directement. Et quand je dis téléphone portable, c'est à la fois celui qu'on amène dans la rue, par exemple l'ordiphone, hein, le smartphone pour l'anglicisme, et puis le DECT, c'est-à-dire le téléphone sur socle, qui est aussi un téléphone sans fil qu'on a dans nos domiciles. Donc, donc voilà, la situation est quand même assez préoccupante, d'autant que depuis en gros 30-40 ans, on voit une multiplication par 4 des décès en France liés à des atteintes du système nerveux central. Multiplication par 4. Voilà, en 30 ans. Donc on n'est pas sur un risque sanitaire hypothétique. Le désastre est là. On n'est pas en train de fantasmer sur quelque chose qui pourrait arriver. Nous sommes dedans. Le gros problème dans l'histoire, c'est que nous n'avons pas les thermomètres pour évaluer la juste ampleur du désastre. Les thermomètres, ce sont les médecins, des médecins correctement formés. Au lieu de ça, on apprend aux médecins en faculté de médecine que l'électrohypersensibilité serait une phobie. Voilà. Donc, je pense que les médecins méritent un peu mieux, hein, c'est-à-dire arriver à bac plus 10, on mérite un peu mieux que d'être formé avec des sornettes, avec une religion, avec des choses totalement irrationnelles qui tiennent plus de la sorcellerie que de la science. J'ai envie de balancer un coup de gueule. Si tu me suis, Frédéric, allons-y. Préservons la vie. À un moment donné, on est né sur cette planète. On a le droit de respirer. On a le droit de boire. On a le droit de dormir. On a le droit de manger. C'est des droits fondamentaux parce qu'on est né, parce qu'on a la vie en soi. Et quand on regarde autour de nous, tout ce qui est vivant est harmonieux. Tout ce que l'on a fabriqué, ben, si on regarde bien, c'est souvent disharmonieux. Et là, on a l'effet sous nos yeux, c'est développé des choses immondes dans nos paysages, qui sont ces antennes relais qui émettent des ondes électromagnétiques qui ont un impact énorme sur notre environnement. Si le système dans lequel on vit, qui nous permet de vivre en commun, ne permet plus la vie ou ne va plus vers la préservation de cette vie, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi est-ce qu'on génère du progrès? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'on vit sa vie? Ben parce que on vit, pas parce qu'il y a un système monétaire qui régente toutes nos vies, toutes nos décisions autour de nous. Non, on vit. Ce qu'il faut retenir de l'affaire, c'est que la modernité nous coupe de la nature. Tout à l'heure, tu le disais très bien, l'homme, avec un grand H, depuis le berceau, se trouve désormais coupé entièrement de la nature, au point qu'il ne se rend même plus compte de cette immersion dans un monde totalement artificiel. Et donc ça ne peut pas conduire à une situation sanitaire pérenne. Donc ça, c'est le premier aspect. Coupure de la nature, vis-à-vis de la nature. Et on sait que, par exemple, hein, ça c'est bien documenté, plus on vit dans un environnement riche en termes de biodiversité, plus notre système immunitaire se trouvera stimulé, et plus notre état de santé s'en trouvera résilient et renforcé. Voilà. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que, en gros, ce que je viens de dire, c'est pour les populations rurales. Les populations rurales ont toutes les conditions réunies pour vivre dans un environnement favorable à une situation sanitaire résiliente. Et à l'inverse, les populations urbaines sont dans une situation très défavorable pour avoir une immunité, par exemple, et un état de santé le plus résilient possible. Voilà, ça c'est un premier aspect des choses. Ensuite, il y a un deuxième aspect des choses, c'est-à-dire que dans toutes ces évolutions-là, dont on nous vante les mérites, le progrès, etc., déjà, on oublie de définir auprès de la population ce que pourrait être le progrès de manière à peu près objective. On oublie de dire que le progrès, c'est le résultat d'une analyse bénéfice-risque dans l'arrivée d'une nouvelle technologie. Et cette technologie, qui l'évalue? Il faut éviter les liens d'intérêt, évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui évaluent les nouvelles technologies sont aussi ceux qui les produisent et les distribuent.
Donc là, on est en plein conflit d'intérêts. Et ensuite, comment on évalue les bénéfices et surtout comment on évalue les risques éventuels. On assiste à un glissement sémantique. On parle de progrès technologique, mais on oublie de parler de progrès humain. Parce que on commence déjà par complètement oublier que la technologie, elle est au service de qui ? C'est l'homme qui est au service de la technologie ou c'est la technologie qui est au service de l'homme? Comme je le dis souvent, moi, mon téléphone portable que j'ai été obligé à un moment donné d'acheter puisqu'il n'y avait plus d'alternative, cabine téléphonique disparue, il n'y avait plus d'alternative dans l'espace public pour pouvoir passer un coup de fil comme on pouvait le faire avant. Donc, moi, mon téléphone portable, c'est moi qui le sonne. C'est pas lui qui me sonne, c'est moi qui le sonne. Je suis effaré, horrifié de voir des gens qui pilent sur la route pour prendre un appel téléphonique. Moi, mon téléphone, il est éteint quand je suis en voiture. Il y a des week-ends où j'oublie même de l'allumer, le téléphone portable. C'est dire que c'est le dernier de mes soucis, le téléphone portable. Voilà, j'entendais une gamine le week-end dernier, j'entendais une gamine dire « Ah, mon téléphone, c'est toute ma vie ». C'est dire le vide sidéral. C'est dire le vide sidéral sur lequel repose l'avenir de notre société. Voilà, donc voilà, nous avons cette problématique-là de définition de ce qu'est un progrès et accessoirement si on pouvait éventuellement parler de progrès humain davantage que de progrès technologique. Voilà, parce que ça présuppose quand même que la technologie doit rester au service de l'homme et c'est pas l'impression que ça laisse aujourd'hui. Le deuxième aspect, dans une société qui se prétend être démocratique et qui donne des leçons à la planète entière, est-ce que la population a été consultée sur des choix de déploiement? Absolument pas. Non seulement elle n'est pas consultée, mais en plus on lui fait bien comprendre qu'elle n'a pas les moyens intellectuels de comprendre et qu'il y a des sachants au-dessus qui savent très bien ce qu'il faut pour la population. Donc c'est fermez-la, circuler, il n'y a rien à voir, et exécuter nos consignes parce que nous, l'élite, entre guillemets, nous savons mieux que quiconque ce qui est votre intérêt. Voilà. On oublie au passage que l'élite qui se délite est en lien d'intérêt, pour ne pas parler de conflit d'intérêt, avec tout un tas d'influenceurs, tout un tas de lobbyistes, notamment côté industriel, mais pas que. Pas que, parce que n'oublions pas que la 5G n'est pas là pour permettre à Madame Durand et Monsieur Dupont de télécharger un film ultra haute définition en 3 secondes sur son téléphone portable. D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique l'intérêt qu'il y a de pouvoir télécharger un film en ultra haute définition sur un écran qui fait 12 cm de diagonale. Voilà, je parlais d'utilisation rationnelle tout à l'heure, on est là-dedans. C'est-à-dire que quand on fait de l'utilisation mobile, j'ai rien contre, mais on pourrait très bien avoir des débits plus réduits, donc des intensités d'exposition beaucoup plus réduites, avec des utilisations beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus sobres, en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'ailleurs de rationner les gens, il s'agit simplement de leur faire utiliser à bon escient la technologie, c'est-à-dire mettre la définition adaptée à l'écran sur lequel on va lire le film. Voilà. Et donc, de fait, on va vite se rendre compte que plus besoin de 5G, mais seulement la 3G suffirait largement pour télécharger un film, même en haute définition, sur un écran de 12 cm de diagonale. Voilà, on est dans cette réappropriation de la technologie de manière adaptée par rapport à l'usage que l'on fait. Quel est l'intérêt, par exemple, pour faire un parallèle avec l'automobile, quel est l'intérêt de disposer d'une automobile avec un moteur, soyons fous, 8 cylindres, 500 chevaux, pour faire du 50 à l'heure en ville? On suréquipe les gens pour des usages dont ils ne verront même pas l'intérêt et les bénéfices. Donc, sachant que derrière, ça c'est la carotte, mais derrière, on a tous bien compris que l'intérêt pour ceux qui déploient n'est pas financier, il est politique. On est dans la question de, il faut dire les mots qui fâchent, on est dans la question de l'asservissement politique et sociétal de la population. Parce que quand on veut déployer une monnaie numérique, c'est-à-dire quand on veut faire disparaître les espèces sonnantes et trébuchantes, on est là dans une dérive qui s'inscrit dans l'ingénierie sociale. C'est-à-dire tout le monde a entendu parler de ces monnaies qui ne seraient plus stockables,
qui serait évanescente, c'est-à-dire que vous avez un budget mensuel et si à la fin du mois ce budget n'est pas consommé, vous ne pouvez même pas épargner, il est remis à zéro. C'est ça l'ingénierie sociale. Et qu'on vienne pas m'expliquer que là c'est du registre du fantasme, c'est ce qui est déjà en cours d'essai en Chine. Donc moi, le modèle chinois me fait pas rêver. Apparemment, certains de nos parlementaires ont l'air d'être très intéressés par le modèle chinois. Mais alors, il faudra qu'on nous explique. On est toujours en démocratie ou pas en démocratie? J'avais cru comprendre qu'il y avait une loi 2002-285 qui est associée à la Convention d'Aarhus, que la France a signée et qui devait impliquer les citoyens français dans les déploiements technologiques. Et les impliquer, ça voulait dire les informer. Comment peut-on parler de démocratie si l'information sur la haute technologie n'est pas à la hauteur? C'est-à-dire que il n'est pas question ici de faire passer un doctorat en champ électromagnétique toute la population. Mais néanmoins, quand on déploie sans discernement sur l'ensemble du territoire des technologies à la complexité croissante, comment peut-on le faire dans le même temps et prétendre être dans une démocratie si le niveau de connaissance de ceux qui décident et de ceux qui utilisent ne suit pas cette complexité? C'est important de bien faire toucher du doigt que là, si nous devons assumer la situation démocratique, il faut à la fois que le niveau de connaissance sur la complexité technologique des décideurs suive et que le niveau de connaissance des utilisateurs technologiques qu'ils utilisent au quotidien suive également. Et là, on n'y est pas du tout. On est même dans l'enfumage. Donc, les décideurs, eux, n'en parlons pas. Ils se posent même pas la question des conseils auprès desquels ils se tournent. Ils ne vérifient même pas l'absence de lien d'intérêt. Je ne parle même pas de situation de conflit d'intérêt. Juste la question du lien d'intérêt. Donc ça n'est même pas vérifié. Donc, c'est dire la médiocrité de la base objective dans laquelle se font ces choix-là de déploiement. Dans tout le questionnement là que tu as introduit, il y a toutes ces questions-là fondamentales qui se posent. Et on n'a pas encore parlé des aspects sanitaires. On voit bien que sans même aborder la question sanitaire, il y a tout un tas de questions qui touchent à l'éthique, tout simplement. Mais ça, l'éthique, c'est un gros mot aujourd'hui, qu'il faudrait remettre au goût du jour et que les parlementaires se souviennent de temps en temps par qui ils ont été élus et à qui ils doivent rendre des comptes. Le problème, c'est que sitôt élus, on a vite oublié et on vote comme un godillot. Donc ça n'est absolument pas normal. Donc ce n'est pas absolument pas normal dans un contexte prétendument démocratique. Maintenant, on voit bien qu'on a un glissement qui est de plus en plus évident vers une situation totalitaire. Et donc là, il faut dire les choses. Donc on ne peut pas prétendre à la démocratie. Maintenant, si c'est totalitaire, dites-le. Voilà, au moins on saura à quelle sauce on va être cuisiné. Ouais, je pense que la réponse, on se l'est faite déjà largement. Il nous montre très régulièrement l'horizon qui se dessine pour nous. Prenez conscience que les ondes électromagnétiques, en règle générale, plus vous en éloignez, mieux c'est. Plus à l'intérieur de votre domicile, vous évitez les ondes, mieux c'est. Plus vous aurez la capacité, la possibilité d'aller marcher pieds nus sur le sol, sur la terre, mieux c'est. Effectivement, dans une ambiance électromagnétique permanente, on accumule des charges électriques. Voilà, notre corps fait antenne et donc on accumule au fil de la journée tout un tas de charges électriques qu'il faut décharger. Et donc d'où l'idée, tout à fait rationnelle, pour ça que je me permets d'intervenir, c'est parce que quand tu dis ça sans complément d'information, les urbains classiques, très technophiles, vont entendre ça comme une extravagance de plus et donc c'est juste pour leur signaler que là on est sur un conseil de base, c'est-à-dire que se décharger de toutes les charges électriques accumulées tout au long de la journée, c'est quelque chose de nécessaire pour favoriser la résilience de l'organisme. Donc ça s'appelle le earthing, la mise à la terre. Il y a plusieurs techniques. On marche pieds nus dans un gazon légèrement humide, ou bien on prend une douche. Voilà. Ce qui a un double intérêt, c'est le côté hygiène, et puis en plus, avec l'eau, les choses se déchargent. Je fais une petite anecdote tout à fait sympathique. Les surfeurs, l'été, ont beaucoup moins de problèmes d'électro-hypersensibilité que l'hiver. Parce que ils sont tout le temps, plus souvent d'ailleurs dans l'eau l'été que l'hiver. Ça ne les empêche pas d'aller à l'océan
l'hiver aussi, mais l'été, ils y sont plus longtemps et plus fréquemment. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est de se décharger de ces charges électriques accumulées, des charges électriques qui sont, sur le long terme, toxiques. Voilà, d'où l'importance de rester connecté à la nature. D'après ce que j'ai compris, nos cellules ont des paires d'électrons autour qui leur permettent de communiquer entre elles et d'être stables. Et quand on est baigné dans ces champs électromagnétiques, il y a un électron qui part. Et du coup, la cellule devient ce qu'on appelle un radical libre et a besoin de récupérer un électron. Donc elle va le piquer à côté, à sa voisine, etc. Et plus on reste dans cet état, où on a de plus en plus de radicaux libres, plus on va vers l'acidification générale de l'organisme. Alors que dès qu'on se remet au sol, on récupère des électrons. Et les électrons vont combler les radicaux libres, les restabiliser, ça redevient une cellule stable, et qui, elle, si elle se charge encore d'électrons, peut en communiquer aux voisines. On pourrait dire que c'est comme dans une société, si on avait suffisamment de liquidité, d'énergie, de capacité d'action, on est plus vivant, on est en communication avec les uns avec les autres, on échange, on partage, on grandit, on réalise. Alors que quand on est appauvri, on est mal chacun de son côté, à s'agiter chacun de son côté, eh ben on peut pas vivre correctement. Notre corps, notre société a besoin de se recharger, de se revigorer, quoi. Et oui, effectivement, il existe des tapis qui permettent de poser les pieds dessus, ou la nuit, par exemple, se reconnecter à la Terre, et du coup se décharger de ces champs électromagnétiques, et en même temps se recharger d'ions négatifs, qui nous permettent de restabiliser notre corps, etc. Donc, marcher pieds nus, c'est une méthode gratuite. Si on veut de la technologie, on peut brancher des appareils sur la prise de terre de la maison et se décharger, se recharger. Boire de l'eau de qualité. Faire attention à ce qu'on mange. Si toute notre vie est correcte, qu'on fasse des écarts au niveau alimentaire, c'est pas grave. Dormir suffisamment. Aujourd'hui, en ville, est-ce que tu aurais des conseils? Moi, je me dis, est-ce que d'aller dans les parcs, marcher pieds nus, est-ce que c'est pas un conseil salutaire? Si votre enfant il est un peu hyperactif, allez l'emmener au parc, mais enlevez-lui ses chaussures, quoi, qui marche dans l'herbe vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, il y a la première notion qui est pour moi la plus importante, c'est que il est hors de question dans mon propos de laisser envisager l'option que nous pourrions vivre de manière raisonnable dans une ambiance multipolluée. Donc le sujet n'est pas comment mieux vivre dans une ambiance multipolluée. La vraie question, c'est comment arrêter de polluer. La question n'est pas donc comment dépolluer, la question est comment ne pas polluer tout court. Un environnement qui est déjà pollué ne se dépollue pas. La première démarche à faire, c'est dépolluer la tête des citoyens. C'est-à-dire, il y a des habitudes de vie qui sont inscrites dans la pseudo-modernité, qu'il s'agit de corriger de manière à arriver à une situation où, naturellement, les gens se mettront à vivre dans un environnement non pollué. Il y a beaucoup de gens qui s'émeuvent quand il y a des projets d'installation d'antennes relais à proximité de leur domicile, mais ceux-là même qui s'insurgent par rapport à l'installation d'une antenne relais à proximité de leur domicile sont les mêmes qui, chez eux, ont déjà plusieurs antennes relais. Par exemple, un téléphone sur socle, le DECT, par exemple, un babyphone qu'on met dans le lit du nourrisson pour le surveiller pendant la sieste et le sommeil et être alerté en cas de réveil. Donc ça, ce sont des antennes relais. L'enceinte connectée, c'est une antenne relais. La montre connectée, c'est une antenne relais. Donc, commençons par faire le ménage. Arrêtons de nous doter d'appareils qui sont polluants 24 heures sur 24, parce que la plupart de ces appareils, on n'a même pas le bouton off. Aujourd'hui, il y a certains opérateurs dans certains contrats qui dotent les familles de box avec une émission Wi-Fi non stoppable. On en est là quand même. Avec des gens qui sont convaincus que pour surfer sur Internet, ils ne peuvent pas le faire avec autre chose qu'une connexion Wi-Fi. Donc, il faut déjà informer correctement les gens,
leur dire que ce que je disais tout à l'heure, hein, connexion Internet en sédentaire, c'est filaire. Et vous aurez à la fois un débit optimal et l'innocuité sanitaire, ce qui n'est pas le cas avec la Wi-Fi. Alors, exemple concret, la Wi-Fi, comme on n'a pas les capteurs sensoriels, ben, du coup, on la laisse allumer, y compris la nuit. Et là, c'est le début d'une dérive qui vous empêche d'atteindre le sommeil paradoxal, donc d'avoir un sommeil réparateur, donc vous rentrez dans un cycle infernal de fatigue chronique. Vous allez consulter le médecin qui ne vous posera pas la question de la Wi-Fi parce qu'il n'est pas formé à ça. Donc il va vous donner des cachetons, notamment des somnifères, qui ne vont faire qu'une seule chose, c'est vous enterrer dans cette spirale infernale qui conduira à la dépression et voilà. Donc si on prenait les choses par leur cause racine et si on prenait les choses à la racine tout court, on résoudrait un bon paquet de problèmes. Donc c'est pour ça que j'insiste encore lourdement, au risque de paraître pénible, mais les problèmes de pollution multifactorielle se résolvent dès lors qu'on a décidé d'arrêter de polluer. Voilà, donc ça c'est là. Dans un environnement urbain, arrêter de polluer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, faire prendre conscience à tout son voisinage, dans l'immeuble, par exemple, de l'intérêt de couper la Wi-Fi. Pas dans le sens restriction, pas dans le sens rationnement, mais au même titre que quelqu'un qui utilise son four le dimanche de 11 à 12 pour faire cuire le poulet, il ne viendrait pas à l'idée de faire fonctionner le four toute la semaine au motif qu'il en a besoin d'une heure le dimanche. Pourquoi il le fait pas? Parce que déjà, ça va consommer de l'électricité, puis ensuite, le four, il risque de tomber en panne au bout de quelques semaines d'utilisation permanente. Et pourquoi on ferait pas pareil avec la Wi-Fi? Pourquoi on n'éteindrait pas la Wi-Fi au moment où on ne s'en sert pas? Pareil avec les enceintes connectées. Je bifurque 30 secondes sur les antivols dans les commerces. Quand vous vous promenez dans les centres-villes, vous voyez, en général, au rez-de-chaussée, vous avez des commerces et à l'étage, vous avez des habitations. Tous les commerces ont des arceaux anti-vol. Et ces arceaux anti-vol sont émetteurs d'ondes électromagnétiques basse fréquence, avec une portée de au moins 100 mètres. Et ces trucs-là fonctionnent que le magasin soit ouvert ou pas ouvert. Hein. Parce que le gérant du magasin, vu qu'il n'entend pas, il ne sent pas le truc, eh ben, il n'éteint pas l'antivol. Donc l'antivol fonctionne H24. Donc ceux qui habitent autour, ben, subissent ce rayonnement basse fréquence au moins le temps où ils sont présents dans leur logement. Et donc on est dans cette ambiance multipolluée, multifréquence, qui fait que il y a une certaine tolérance de l'organisme. C'est là où vous voyez clairement la résilience de l'organisme, mais voilà, ça n'a qu'un temps et un jour, on ne sait pas pourquoi, parce que ça dépend de l'historique de vie de chaque personne, ça dépend de son état de fragilité éventuel. Par exemple, une maman enceinte, c'est pas la même chose qu'un jeune homme de 25 ans en pleine forme. Tôt ou tard, la facture tombe et la spirale infernale de l'intolérance aux champs électromagnétiques intervient. Et il faut pas se faire d'illusions. Hein. Quand on commence à rentrer dans cette spirale infernale, de l'intolérance aux champs électromagnétiques, ça s'appelle électro-hypersensibilité, et bien là, ça conduit tout droit à l'exclusion parce qu'on est dans une société qui est autiste par rapport à cette problématique-là, n'a pas envie de savoir, on est dans le déni, on est coupé du monde, on est coupé de la réalité. Donc je disais tout à l'heure, on a construit l'ignorance du corps médical sur le sujet, et dans la société, même les membres de la famille de la personne impactée ont tendance à psychiatriser la situation. Donc on est dans une exclusion complète, dans l'incompréhension, mais incompréhension fabriquée. On n'est pas dans l'incompréhension, on sait pas, on n'a pas le niveau de connaissance requis, etc. Non. On est face à une problématique de refus volontaire d'accéder à l'explication rationnelle de la situation. Voilà où on en est. Donc pour une société moderne, c'est pour ça que je parlais d'élite qui se délite, c'est pas brillant, hein. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de cette modernité qui n'a de modernité que le nom et qui verse de plus en plus dans l'archaïsme. D'ailleurs, on mesure le niveau de sophistication d'une société à la manière dont on traite les personnes dans la plus grande vulnérabilité dans cette société. Et donc, autant dire que notre société occidentale, toute moderne qu'elle se prétend, le bilan n'est pas super brillant dans ce registre-là. J'entends ce que tu dis par rapport au fait qu'il faut couper la pollution à l'origine et pas essayer de s'en protéger. Mais aujourd'hui,
il y a un besoin de bascule. Et tant qu'on n'a pas fait cette bascule, tant qu'on n'a pas changé cette société, tant qu'on n'est pas sorti de la tyrannie et qu'on n'est pas revenu à quelque chose de l'ordre du rationnel, il faut quand même arriver à continuer à fonctionner. Et moi, je vois trop de gens qui ont l'air d'être malades, alors qu'il y a quelques petites choses qui pourraient leur permettre de vivre ne serait-ce qu'un peu mieux. Et puis, il y a beaucoup de gens qui souffrent physiquement, qui ne savent pas du tout que c'est l'électro-hypersensibilité en fait qu'ils sont en train de vivre. Et rien que des douleurs articulaires, par exemple, peuvent rendre l'enfer, quoi. Et rien que de se mettre les pieds au sol, bah, ça désamorce énormément. De boire de l'eau de qualité, de respirer un air, en tout cas de respirer en conscience. Il y a des choses de base qui coûtent rien, mais qui permettent de vivre correctement. Pour pouvoir avoir la force de générer le changement dans le monde dans lequel on vit, pour pouvoir éviter qu'on fasse encore de la pollution qui génère un chaos, etc. J'entends bien ta remarque. En fait, toi, ce que tu indiques, c'est que ce que je viens de décrire, c'était la cible, hein, c'était la situation quasi idéale. Et ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que il faut s'occuper de la phase transitoire entre la situation dégradée actuelle et cette phase qui pourrait être un objectif atteignable. Voilà. Donc, j'insiste encore lourdement, effectivement, pour enclencher cette phase transitoire, cela suppose déjà une petite révolution intellectuelle. C'est-à-dire que on est, en ce qui concerne les technologies sans fil, on est face à de la toxicomanie. Donc on n'est pas bien parti pour déjà se mettre en position de changement de paradigme dans les habitudes. C'est-à-dire que vu qu'on a enclenché un processus d'addiction qui touche à l'irrationnel, ça va être extrêmement difficile de faire entendre à des gens qui sont sous emprise que leur intérêt n'est pas la pratique qu'ils ont de la technologie actuellement. Sans compter le fait que, cumulé à cette addiction, on a une pression sociale qui est inouïe. Tu parlais des gamins tout à l'heure, je me mets à la place des parents qui ont un adolescent dont tout l'entourage dispose d'un téléphone portable et les parents les plus éveillés auraient tendance à dire non, il n'est pas raisonnable d'avoir un ordiphone parce que derrière, c'est une exposition qui va être toxique dans une phase de la vie qui n'en demande pas autant, donc avec des processus qui sont irréversibles sur le long terme. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, les parents bienveillants et bien informés auraient tendance à faire barrage, sauf que ça va rentrer en contradiction violente déjà dans la phase adolescente qui n'est déjà pas facile à gérer d'elle-même, et en plus avec une pression sociale, parce que le gamin, il sait pas les risques sanitaires qu'il encourt, il sait pas l'exclusion sociale qui lui pend au nez avec l'électro-hypersensibilité. Lui, ce qu'il voit, c'est l'exclusion sociale du fait de ne pas avoir de téléphone mobile. Et il ne se rend pas compte que le doté d'un téléphone mobile, c'est comme l'initié à une drogue dure et que dont il va pas pouvoir se passer à terme. Et donc, voilà, exemple concret, hein, il y a des stats aujourd'hui qui sont documentées et disponibles. On sait qu'un adolescent émet quotidiennement environ 400 SMS par jour. Voilà, et on parlait de l'importance du sommeil. Tout le monde a bien compris que le téléphone portable, pour émettre 400 SMS par jour, il faut émettre aussi la nuit. Donc si il y a émission la nuit, ça veut dire que le gamin ne dort pas, ou en tout cas n'a pas un sommeil continu, réparateur, etc. Il y a un vrai sujet de société. Donc si l'État faisait son travail en termes de santé publique, normalement cette question ne devrait plus être d'actualité. Ça aurait dû déjà être réglé depuis belle lurette. Mais ça passe déjà par une information équilibrée, une information exempte de tous les liens d'intérêt vers la population. Et là, on n'en prend pas le début du commencement. Je suis toujours autant navré de voir que l'État utilise des heures de temps, de cerveau disponible pour rappeler aux gens qu'en période de canicule, il faut boire. En revanche, ce même
temps de cerveau disponible pourrait être utilisé plutôt pour expliquer aux parents et aux enfants que leur intérêt n'est pas d'utiliser 24 heures sur 24 des technologies sans fil, émettrices d'ondes qui sont, quoi qu'il en soit, toxiques. Donc on n'est même pas, il faut être clair là-dessus, hein, on n'est même pas sur l'idée d'un seuil au-delà duquel ou en deçà duquel on pourrait avoir une utilisation sans risque. Non. Sur les technologies sans fil, émettrices notamment de radiofréquences, nous sommes dans une gestion du risque. Ça, il faut bien avoir conscience. Voilà. Donc, mais pour être en situation de maîtriser le risque, ça suppose d'avoir une information équilibrée sur le sujet. Et là, aujourd'hui, on n'a rien de tout cela. Donc, révolution intellectuelle. Ça, c'est la base de la base. C'est-à-dire que les gens se réapproprient leur santé. Hein, qui n'attendent rien de l'État, puisque l'État montre son incompétence sur le sujet depuis 3-4 ans, que sa préoccupation n'est absolument pas la santé de la population. Il est temps que la population se réapproprie sa situation sanitaire. Et ça, c'est un préalable de base. Et après, une fois qu'on a fait ce petit électrochoc intellectuel, pour se dire maintenant c'est moi qui décide, voilà, c'est dans mon logement, c'est moi qui décide, c'est pas la publicité, c'est pas le marketing, c'est pas la pression sociale qui m'impose sa norme. À ce moment-là, on peut commencer à faire des choses. Je sais bien que je vais passer pour un vieux grognon, mais la responsabilité de l'éducation des enfants, c'est du registre exclusif des parents. L'État, à travers le ministère de l'Instruction publique, là je remonte à 1934, hein. Donc avant 1934, l'éducation nationale d'aujourd'hui, qui a totalement fait faillite dans sa mission, au point qu'on ait entre 30 et 40% d'une classe d'âge qui arrive en 6e, qui soit incapable de maîtriser sa langue maternelle, à l'écrit et à l'oral, et incapable de maîtriser les outils mathématiques de base. C'est-à-dire, soyons pas trop ambitieux, hein, addition, soustraction, éventuellement un petit peu de multiplication, mais voilà. Donc on en est quand même là. On est tellement mauvais au niveau des classements internationaux. D'ailleurs, heureusement que les classements internationaux sont là, parce qu'on aurait encore la chansonnette pour nous dire que le niveau progresse. Le niveau est tellement mauvais aujourd'hui, régulièrement au niveau du bac. On a des gens qui restent exceptionnels, parce que des gens exceptionnels, il y en aura toujours, qui trouvent le moyen d'avoir 21, 22, voire 23 sur 20 au niveau du bac. On surnote. J'ai même ouï dire qu'il était interdit pour certains examinateurs du bac de noter en dessous du 8 sur 20. On est face à un État qui s'effondre complètement, mais c'est voulu, hein, c'est pas une incompétence. Là, c'est voulu. Il n'assume pas ses fonctions de base qui sont l'instruction des enfants, et il voudrait s'occuper de l'éducation des enfants, qui est du registre des parents. Donc c'est aux parents à reprendre en main leur autorité. Et quand je dis autorité, là je réponds tout à fait à la question de comment gérer la phase transitoire, comment réduire progressivement la pollution. On n'empêchera pas la corruption, c'est-à-dire il y a tout un tas de décideurs qui sont manifestement sous influence quand il s'agit de décider d'un déploiement technologique. Donc cela, pour l'instant, on s'en occupe pas, on verra après. Pour l'instant, il s'agit de maîtriser le niveau de pollution à l'intérieur du logement, au sein du foyer familial. Donc la question de base, c'est la réappropriation de l'autorité. Et quand je dis autorité, c'est au sens latin du terme, c'est-à-dire la référence. On est face à un État qui n'a tellement plus d'autorité depuis tellement longtemps que la seule chose qu'on voit d'autorité chez lui, c'est l'autoritarisme. Quand je parle d'autorité, c'est que les parents se réapproprient leur sens de la référence vis-à-vis de leurs enfants. Pour expliquer à un gamin que l'utilisation d'un téléphone portable doit être appropriée et modérée, il faut que les parents montrent l'exemple. On revient sur les réflexes de base. C'est-à-dire quand on utilise en mode sédentaire, eh ben on fait une utilisation câblée. Le vrai sujet, hein, c'est la connexion au réseau, que ça soit téléphonique ou Internet. C'est ça le vrai sujet. Les gens n'ont pas besoin de Wi-Fi. Les gens n'ont pas besoin de sans fil. Les gens ont besoin de se connecter à un réseau. La vraie question, c'est comment se connecter au réseau de manière rationnelle, de manière à être efficace et sans nuire à sa propre santé. Et là, on retombe sur la notion du capital santé. Ça sert à rien d'aller descendre dans la rue avec des banderoles pour protéger le capital retraite si dans le même temps, on ne protège pas son capital santé. Voilà. C'est peut-être quelque chose d'abstrait pour les adolescents, mais ils y viendront très vite à cette notion-là de capital retraite.
Parce que sans argent, c'est évident, on ne peut pas vivre correctement, ne serait-ce que se loger et se nourrir. Les besoins de base. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, se réapproprier sa vie, devenir maître de sa propre vie, de sa propre existence, faire ses propres choix. Mais ça suppose réfléchir. Et malheureusement, aujourd'hui, je vais employer un gros mot, réfléchir, on vit dans une dynamique qui pousse au fait que réfléchir, c'est presque commencer à désobéir. Aujourd'hui, la démocratie, c'est pas seulement aller mettre un bulletin dans l'urne, hein, c'est aussi comment on dépense son argent quand on en a. Et donc ça, dans les lois de marché, c'est fondamental. Hein. Ça, c'est beaucoup plus efficace que d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Vu ce qu'en font les parlementaires qui sont élus, après, on peut se poser des questions. Alors que la manière de dépenser son argent, l'orientation des flux monétaires sera décisive, beaucoup plus efficace en termes d'orientation de la société. Alors j'ai envie de te suivre là-dessus, mais en fait je vais aller un peu en opposition. Parce que de mon point de vue, il y a une grande partie d'entre nous qui sont sous hypnose. Du coup, tout à fait. On est face à une problématique où ils ont les clés de notre cerveau et ils l'ouvrent et ils le ferment quand ils veulent et comme ils le veulent. Du coup, une grande partie d'entre nous qui sommes encore sous hypnose, si on leur vend quelque chose, même s'ils n'en ont pas besoin, mais ils en ont le désir éphémère, ils vont devoir l'assouvir parce que on est dans une société où, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une grande addiction au téléphone. Pourquoi ? Parce que dès qu'on l'allume, hop, on a un peu de plaisir. Et du coup, on a un plaisir immédiat sans avoir fait d'effort. Toute la construction du plaisir chez l'humain depuis très longtemps, elle est basée sur la récompense à l'effort. Et là, on n'a plus d'efforts à fournir pour avoir la récompense. Du coup, la récompense, plus de la récompense, plus de la récompense, et on va continuer à aller vers la récompense. Dumbledore a dit dans Harry Potter, bientôt il faudra choisir entre le bien et la facilité. Et je pense qu'on en est là. On est dans quelque chose de l'ordre de la facilité. C'est plus facile de laisser son gamin sur son téléphone parce qu'au moins il se chamaille pas avec ses frères et sœurs. C'est plus facile de réchauffer un truc au micro-ondes plutôt que de préparer à manger réellement ou de faire son potager pour pouvoir se nourrir. Oui, tout ça c'est plus facile. Mais où ça nous mène ? Effectivement, je te rejoins à 100% là-dessus. Bon, cela dit, je voudrais simplement préciser que dans mon propos et dans le tien, personne ne souhaite le retour à l'âge de pierre. Donc il ne s'agit pas de revenir à la lampe à huile, comme le dirait quelqu'un de très connu. Il ne s'agit pas d'adopter un mode de vie à la Amish. Ça n'a rien à voir avec cela. Avec tout le respect que nous devons à cette culture qui ne marche pas au rythme occidental, qui ne marche pas au fantasme de la modernité. Et c'est pas pour autant que les gens soient plus malheureux, bien au contraire. Je note d'ailleurs avec étonnement que chez les Amish, qui sont si rétrogrades, paraît-il, à entendre certains membres de l'élite qui se délitent, il n'y a pas d'autisme chez les Amish. Aux États-Unis, dans les années 50-60, nous avions un autiste sur 5000 gamins. Aujourd'hui, nous en avons un sur 60. Multiplication par 85 en l'espace de 50-60 ans. Combien faudra-t-il d'incidences d'autisme pour commencer à se poser les bonnes questions ? Quand arrêterons-nous de dénigrer un mode de vie sans nous poser les bonnes questions ? Est-ce que la modernité ne peut pas faire mieux ou autre chose que d'engendrer un cortège de maladies longue durée. Alors, je dis maladie, mais tout à l'heure, par rapport au syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, je voudrais bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas en train de parler de maladie. Nous sommes en train de parler d'empoisonnement et de réaction de la physiologie face à cet empoisonnement. Soyons clairs, il s'agit d'un empoisonnement longue durée. À la différence des empoisonnements et des toxicités aiguës, la personne ne décède pas dans la minute qui suit.
C'est la grande hypocrisie de notre société moderne. C'est-à-dire que quand on a à faire face à une toxicité aiguë, alors là, tout le monde s'excite, c'est branle-bas de combat, on a tous les effets de manche classiques qui donnent l'illusion à Madame Dupont et à Monsieur Durand que leurs intérêts sont bien sauvegardés. Mais en revanche, quand on s'intéresse à la toxicité long terme, alors là, tout le monde s'en fout. Et malheureusement, l'électro-hypersensibilité, comme les cancers d'ailleurs, c'est de la toxicité long terme. Et accessoirement, certains se frottent les mains parce qu'il y a toujours des essais cliniques prétendument intéressants pour le patient qui sont mis en œuvre, fort coûteux. Donc la sécurité sociale est mise à contribution. Le cortège de personnes cancéreuses ne fait que croître. Et on fait croire, on donne l'illusion aux gens que on pourra éventuellement arrêter ce désastre sanitaire en finançant à tour de bras la recherche contre le cancer sans se poser la question de la racine, c'est-à-dire de la cause environnementale. 80% des maladies longue durée en France sont liées à un environnement dégradé. 80%. Je laisse dans les 20% les aspects génétiques, etc. On nous ressort à toutes les sauces. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la majorité, donc les 80%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas financer des recherches contre le cancer. Je dis simplement que quand le bateau coule, c'est toujours intéressant de savoir si on peut écouler de plus en plus vite. Mais c'est encore beaucoup plus efficace de boucher les trous, d'identifier, localiser et de boucher les trous. Et donc là, ce que je dis simplement, c'est que dans le même temps qu'on s'intéresse à la recherche contre le cancer pour essayer de soigner au mieux les malades, parce qu'il ne faut pas les laisser tomber, évidemment, qui se préoccupe de la cause racine? Et une fois qu'on a identifié la cause racine, de cesser de polluer. Personne. Personne. On voit bien que à chaque fois, les parlementaires votent des dérogations sur des pesticides tous aussi exécrables les uns que les autres. Je ne vais pas en dresser la liste. Tout le monde en a entendu parler, des néonicotinoïdes, du glyphosate, etc., dont tout le monde sait que ces trucs-là sont des poisons. Et on continue. Et les ondes électromagnétiques ne font pas exception à la règle, à la différence près que les ondes électromagnétiques déverrouillent tous les systèmes de protection ultimes de la physiologie humaine. Alors, pas que humaine, hein, c'est valable pour tous les mammifères et les végétaux, mais puisqu'on est un peu égoïste de base, on va s'intéresser d'abord à l'homme, à l'humanité. Et donc, oui, les ondes électromagnétiques déverrouillent tous les circuits de protection. Donc, du coup, elles nous rendent encore plus vulnérables vis-à-vis des autres pollutions. Donc, on voit bien que non seulement les ondes électromagnétiques sont toxiques en elles-mêmes, mais en plus, elles nous surexposent à des pollutions desquelles nous étions naturellement plus ou moins à l'écart de par notre physiologie. Je pense en particulier à la barrière hémato-encéphalique que la pollution électromagnétique a tendance à rendre poreuse, voire même à la rendre totalement perméable, exposant le cerveau à tout un tas de molécules qui n'ont rien à y faire. Et c'est là qu'on voit les atteintes au système nerveux central. Inutile de préciser que le corps médical laisse entendre que oui, Alzheimer, de Parkinson, tout ça, ce sont des maladies liées au vieillissement de la population. Mais c'est se moquer du monde. C'est une insulte au bon sens. A-t-on besoin de faire 10 ans ou 15 ans d'études poussées en médecine pour arriver à ce genre d'ânerie? Voilà, c'est comme pour les cancers. Quand j'étais gamin, on me disait que les cancers, c'était lié à la vieillesse. Du tout. Les cancers sont liés à un empoisonnement lié directement à une ambiance environnementale multipolluée. Voilà. Et dans une marginalité de cas, effectivement, il y a une prédisposition génétique. Mais c'est marginal. Pourquoi ne pas envisager une éducation à la gastronomie, hein, c'est-à-dire comment cuisiner correctement, de manière équilibrée, comment faire ses choix de bons légumes, etc. Pas des calories creuses. Hein, pas des tomates qui ressemblent à des tomates, mais en fait qui sont tellement vides que ne pas les manger, ça reviendrait au même. Faire comprendre aux gens qu'utiliser un four micro-ondes, puisque tu en as parlé, alors là pour le coup ça met tout le monde au même pied d'égalité, hein, c'est-à-dire qu'on utilise du bio ou pas de bio, qu'on fait réchauffer ses aliments au micro-ondes, si on veut dézinguer tous les nutriments, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc après on va chez le médecin et après on prend des pilules.
Donc, ceux qui m'expliquent qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir correctement, il faudrait qu'ils réalisent qu'en fait, si, beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Sauf que il faut, c'est la phase transitoire que tu décrivais tout à l'heure, il faut se réapproprier un certain niveau de connaissance pour savoir quoi utiliser, quoi ne pas utiliser, c'est-à-dire parfois peut-être manger moins en quantité, mais de meilleure qualité. J'incite tout le monde à aller visiter une pharmacie, la pharmacie de son quartier, et d'observer les rayons en compléments alimentaires. S'il y a un business autour des compléments alimentaires, c'est pas le fruit du hasard. Donc c'est que les gens mangent une nourriture notoirement carencée et qu'il y a un commerce qui se développe en parallèle. Donc plutôt que d'acheter une nourriture bas de gamme, voire même toxique, autant acheter une nourriture de qualité et arrêter de dépenser en budget en compléments alimentaires. Donc, mais tout ça, ça passe par une petite révolution intellectuelle qui passe notamment par une information fiable sur les bonnes pratiques. Voilà. Et alors ça, évidemment, ça ne se fait pas en un jour. C'est quelque chose qui peut se mettre en place sur plusieurs années. Voilà. Ne pas attendre de l'État qu'il le fasse, puisque manifestement il a d'autres préoccupations. Et ça, c'est le registre. Là, c'est là que je reviens sur l'autorité des parents. Ça, c'est de la responsabilité des parents. D'y aller petit à petit, chacun à son rythme, peu importe, on n'est pas en train de faire une course. Chaque jour aidant, on se réapproprie sa santé et on mange des choses correctement, on cuisine soi-même. Ah, certains me diront qu'ils n'ont pas le temps, c'est une question d'organisation. Je pense que le mot de la fin, ça va être ça, c'est une question de temps. On peut rajouter aussi une question d'attention, parce que effectivement, là par exemple, on vous délivre une information. Cette information, il y a besoin de prendre le temps et de l'attention pour la réceptionner et prendre du temps aussi pour la digérer. On refera ce genre de petites capsules si ça vous intéresse. Merci Frédéric pour cet enregistrement, c'était vraiment très très enrichissant. On avait quelques questions. Est-ce que toutes les ondes électromagnétiques, les téléphones, les rechargements, les gros data centers, etc., la 5G, tout ça, tout le développement de ces technologies-là ne participerait pas au réchauffement climatique dont on nous rabat les oreilles? Moi je me dis, il y a une notion dans cette transition, je pense, de transition écologique interne à son propre être. Est-ce que... C'est la révolution intellectuelle dont je parle. Oui. Faut changer le logiciel, réaliser que en fait l'homme n'est plus utilisateur de la technologie, il est lui-même utilisé par la technologie. Donc il faut inverser le paradigme, c'est se réapproprier l'utilisation de la technologie. Je suis navré de constater que ceux-là même qui nous ont amenés dans cette impasse, je ne vois pas en quoi ils nous proposeraient une solution fiable aujourd'hui pour sortir de cette impasse. Pour la question du réchauffement climatique, je bifurque directement sur l'électrification de la société. C'est-à-dire que on est dans le fantasme de pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut rouler en voiture électrique. Bon, ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement que 80% de la population n'aura pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. C'est ça que ça veut dire. Que aujourd'hui, le salaire médian mensuel, il est autour de 1 500 euros. C'est-à-dire qu'à peu près la moitié de la population gagne moins de 1 500 euros et l'autre moitié un peu plus. Dès qu'on arrive dans les 2 000 euros mensuels, on se rend compte que là, il y a de moins en moins de gens. Mais il faut pas rêver, hein, la voiture électrique, les voitures électriques, là, les voitures familiales, là, où il faut regarder les prix. Hein. Là, aujourd'hui, ils ont des prix parce que c'est subventionné par la collectivité, mais on est dans l'extravagance. Donc les gens aujourd'hui, même avec 2 000 euros, qui est un salaire plus que confortable, aujourd'hui, et encore ça dépend de la ville dans laquelle vous habitez, si vous avez 2 000 euros par mois en région parisienne, là on est dans la survie. Dans le milieu rural, c'est confortable, donc tout est relatif en termes de pouvoir d'achat. Mais à 2 000 euros par mois, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture électrique. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que là, les notions de réchauffement climatique ne sont absolument pas traitées correctement par les arbitrages technologiques. On nous fait croire aujourd'hui que la haute technologie va nous permettre de sortir de ces enjeux qui sont géopolitiques ou globaux. C'est un leurre total. On est plutôt dans une bascule
plus totalitaire, plus d'asservissement des populations qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on sera dans l'interdiction à peine voilée, la fameuse ville à 15 minutes. C'est-à-dire qu'on vous interdira de sortir du périmètre de 15 minutes par rapport à votre logement. C'est ça que ça veut dire concrètement. On nous donne beaucoup de leçons de morale. Le tout voiture, ça a été décidé par le président Pompidou dans les années 70. On était dans le délire tellement tout voiture que, pour ceux qui connaissent Toulouse, il était à un moment donné envisagé de reboucher le canal du Midi dans le centre-ville de Toulouse pour y faire passer une voie rapide. Oui, dans les années 70, tous les marchés couverts avec des structures fer forgé très 19e siècle, dans bon nombre de villes, ils ont été rasés pour y construire des parkings empilés les uns sur les autres, tellement on était dans le délire tout voiture. Songez qu'à une certaine époque, les centres-villes urbains étaient dotés de tramways électrifiés et qu'on a tout mis à la poubelle. On a tout déstructuré pour faire passer les voitures. Et aujourd'hui, ceux-là même qui ont pris cette décision-là nous viennent nous donner des leçons de morale parce que nous aurions eu des habitudes de vie qui ne sont pas compatibles avec l'état de notre climat et de notre biosphère. C'est quand même un petit peu se moquer du monde. À quel moment nous disent-ils la vérité? À quel moment nous amènent-ils dans la bonne direction? Donc, quand on voit l'impact environnemental de l'électrification, du tout électrique, parce que les objets électriques ne se fabriquent pas tout seuls. Les objets électriques ont besoin d'être extraits de l'environnement, notamment les métaux. Et donc, a-t-on regardé le bilan en termes d'impact environnemental au niveau de la production? Réalise-t-on qu'une voiture moteur thermique pollue beaucoup moins quand on regarde le cycle complet, à la fois production, utilisation et recyclage, qu'une voiture électrique? Je passe volontiers sur le risque incendie des batteries, parce que la technologie actuellement des voitures électriques nous amène sur un risque non maîtrisable d'un incendie de batterie. Et je passe aussi sur le fait qu'il y a des habitudes de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut refaire le plein d'une voiture à essence, ça prend 5 minutes. Quand on veut refaire le plein d'une voiture électrique, ça dure pas 5 minutes. Ça dure à minima un quart d'heure pour quelques kilomètres regagnés. On n'a pas re-rempli complètement les batteries, mais pour arriver à ce niveau de performance, on a du câblage électrique gros comme ça, donc des puissances électriques phénoménales, donc un rayonnement extravagant. Donc je ne parle même pas des gens qui habitent autour des bornes de recharge électrique. Voilà. Donc, et je ne parle même pas des utilisateurs qui, eux, sont au milieu de l'ambiance électromagnétique, le temps du trajet. Voilà, toutes ces questions-là, on s'en contre-cogne. Donc, c'est toujours pareil. L'intérêt de la santé publique concerne les pizzas. Dès lors qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire avec des pizzas, alors là, c'est branle-bas de combat. Mais quand il y a une intoxication sanitaire avec des ondes électromagnétiques, là, tout le monde, curieusement, s'en fout et détourne le regard. Et ceux qui tendraient à expliquer qu'il y a un vrai sujet, on a tendance à les psychiatriser. C'est ça une société moderne? Donc, concrètement, concernant les solutions technologiques apportées aux enjeux de la biosphère, apportées aux enjeux d'évolution climatique, on repassera. Alors, on est plus dans un effet d'ambiance, d'un effet de manipulation de la population. Je passe sur l'évolution du prix de l'électricité, parce qu'on a fait croire aux gens que s'ils roulaient en voiture électrique, ça serait presque gratuit, en quelque sorte. On a juste oublié de leur dire que l'électricité dédiée à la recharge de la voiture électrique serait taxée comme les produits pétroliers. D'ailleurs, la TIPP a été transformée en TIPE, TIPP pour produits pétroliers et TIPE, T pour taxe, et TIPE en produits énergétiques. Donc on voit bien que dans tous les cas, on se fait rincer. Donc le climat là-dedans, les gens s'en moquent.
copieusement. Hein. Est-ce que les gens savent que pourquoi en France on avait jusqu'à une certaine période récente 80% de véhicules transport mus par le gasoil, le diesel? Est-ce que les gens savent d'où ça vient ça? Le côté atypique bien français. Pourquoi dans les autres pays c'était pas 80%, c'était beaucoup moins, et pourquoi en France c'était 80%? Justement, on raffinait le pétrole et du coup, on avait une production d'essence et de gasoil. Oui, alors effectivement, alors ça c'est vrai. Cette partie-là, quand la France importe du brut, elle le raffine, et sur 100 litres de brut, on est capable d'en tirer 40 à 45 litres de diesel et seulement 30 à 33 litres d'essence. Donc, pour 100 litres de brut, c'est plus intéressant d'avoir des moteurs au diesel, parce que derrière, de par la structure de notre importation, ça sera plus intéressant de valoriser la part diesel. Mais c'est pas que cette explication. La plupart des gens ignorent que la situation là sur 80% de véhicules au diesel, dont on nous dit aujourd'hui qu'ils seraient polluants, alors que dans les années 90, on nous expliquait que c'était moins polluant que l'essence, parce que les critères ont changé entre-temps. Dans les années 90, on disait que c'était moins polluant que l'essence parce qu'il y a un pouvoir calorifique du diesel qui est 20% supérieur à celui de l'essence. Donc, kilomètres parcourus, on consomme beaucoup moins de carburant. C'est là l'intérêt du diesel. Et aujourd'hui, comme le critère, c'est les particules fines, j'ouvre une petite parenthèse, les gens psychotent sur les particules fines, mais par contre, les particules encore plus fines, qui sont les nanotechnologies, là, tout le monde s'en fout. Hein. Je ferme ma parenthèse. Le critère, c'est les particules fines, donc le diesel est méchant. Mais d'où ça vient le diesel? Pourquoi on est arrivé à 80% de diesel? Ça vient du nucléaire. Ça vient de l'industrie nucléaire. Pourquoi ça vient de l'industrie nucléaire? Quand Mesmer, le Premier ministre Mesmer, avec Pompidou, a pris la décision de déployer l'électronucléaire au niveau production d'électricité en France, il y a une entreprise qui n'était pas contente, c'était Elf. Pourquoi Elf n'était pas contente? Parce que s'il s'agissait de construire une cinquantaine de réacteurs à cette époque-là, il fallait vendre l'électricité. Et à qui on allait vendre l'électricité? Ben, aux citoyens qui chauffaient leur logement. À l'époque, ils chauffaient au fioul. Donc on allait faire une bascule de clientèle du fioul vers le tout électrique. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait 70% des logements en tout électrique. Les 70% de logements en tout électrique, c'était pas pour les beaux yeux des Français, c'était parce qu'il fallait absolument vendre l'électricité produite à base de nucléaire. Cette électricité qui avait besoin d'être vendue parce qu'elle ne pouvait pas être stockée, ça s'est fait en échange de chauffage au fioul. Et l'industrie donc qui importait du pétrole, qui produisait le pétrole, a voulu une compensation. Ça s'est fait dans le transport. Donc, quand on nous dit aujourd'hui que le nucléaire ne pollue pas, on oublie les accidents, on oublie la gestion des déchets, on oublie tous ces sujets exécrables. On se rend compte que quand on prend une décision, on ne peut pas la prendre de manière isolée. Il faut penser global et avec tous les effets collatéraux que ça comprend. Là, en l'occurrence, pour revenir sur le sujet réchauffement climatique, l'impact environnemental qui est nécessaire pour la production de tous ces objets électrifiés ou connectés va être désastreux. Il est déjà en tension, il produit déjà des problématiques environnementales, des problématiques écosystémiques partout dans le monde. On ne fera qu'aggraver la situation. C'est ça l'horizon qui nous est réservé. Quand on parle de souveraineté, parce qu'on a souvent le mot de souveraineté qui revient sur le tapis, il faut que les gens réalisent une chose, c'est que la souveraineté, ça inclut les matières premières. Et donc, ça inclut l'idée que tôt ou tard, nous aurons, nous aussi, sur nos territoires, des mines. Et que donc, tôt ou tard, nous aurons des pollutions environnementales qui iront avec. Parce qu'il faut bien que les gens se mettent dans l'idée que l'extraction minière, pour produire tous ces objets miraculeux, des technologies électrifiées ou connectées, c'est dévastateur en termes de pollution. Il faut creuser des trous. La plupart du temps, on traverse des nappes phréatiques. On met au jour tout un tas de cortèges de métaux plus ou moins toxiques qui viennent se mélanger avec les nappes phréatiques. On pollue l'air.
ces roches, il faut les broyer. On les broie avec quoi? On va pas les broyer avec des éoliennes, on va les broyer avec du fossile. Donc, en gros, pour résumer, pour produire de l'électrification, on va utiliser du fossile. Alors les gars, autant utiliser du fossile directement et se mettre d'accord sur les modes d'utilisation. Pensons plutôt sobriété, efficacité, plutôt que le délire actuel de la technologie à la mode, c'est-à-dire tout ce qui est à base d'électricité et à base de connectés sans fil, qui va amener tout un cortège encore plus exécrable que le précédent. C'est-à-dire, en gros, ce que j'essaie de dire, pour résumer, c'est que les solutions qu'on nous propose seront la source d'un cortège de problèmes dont on n'a pas fini de sortir. Quand on propose des solutions, en résumé, quand on propose des solutions, il faut s'arranger pour que ces solutions résolvent les problèmes initiaux, mais évitent d'en apporter des nouveaux. C'est en ce sens-là que nous avons un besoin de révolution intellectuelle, à la fois de la population et de nos élites qui se délitent, dont on voit d'ailleurs le niveau régresser à vue d'œil. Merci. Merci pour ce moment d'échange. Merci pour toutes ces informations. Je pense que ce sera nécessaire éventuellement dans quelques temps de reprendre rendez-vous pour continuer à échanger. Je pense qu'on fait un peu tous les mêmes constats. On est dans une situation où on a besoin de reprendre le pouvoir parce qu'on a besoin de changer vraiment radicalement l'orientation, de changer en profondeur. Comme tous les changements, c'est toujours des moments un peu délicats, un peu désagréables. Il est temps d'aller vers le bien et du coup de laisser un peu la facilité de côté. Il est temps de se remonter les manches et de prendre conscience, de mettre en action ce qu'on peut mettre en action maintenant, pas demain. Frédéric, si tu veux dire un dernier mot. La phrase de conclusion, c'est éteignez vos écrans et allumez vos cerveaux. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci de votre attention et à bientôt sur Univers TV.